L'opiniâtre prince s'apprête ce mois-ci à affronter le géant des médias devant les tribunaux dans le courant du mois. Comme le montrent les transcriptions que nous avons pu consulter en amont, Harry menace de faire de très sérieux dégâts. Le prince Harry a dû jubiler. En décembre dernier, lors des audiences préliminaires du procès à venir, le juge Timothy Fancourt, guère connu pour perdre facilement son sang-froid, s'emportait face à l'avocat qui lui faisait face à la Haute Cour de Londres. C'est absolument hors question. L'avocat en question, Anthony Hudson, est à la tête d'une armada d'avocats chargés de défendre les intérêts de News Group Newspapers, NGN, le groupe de presse de Rupert Murdoch, dans le procès civil intenté contre lui par le prince Harry, duc de Sussex. La scène a eu lieu à un moment critique de l'audience, lorsque le juge passait en revue la quantité de preuves présentées lors du procès qui s'ouvrira le 20 janvier et durera 8 semaines. L'un des rares moments de tension palpable dans le tribunal où, selon une coutume ancestrale, les avocats adversaires se donnaient mutuellement du « mon savant ami » et s'adressaient au juge en l'appelant « My Lord », même si Fancourt n'est pas Lord, mais seulement Sir Timothy. Ce qui a fait sortir le juge de ses gonds, c'est la demande de report du procès émise par Hudson, qui estime que l'équipe juridique de NGN n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense. Je ne sais pas quels témoins seront appelés ni quand, ni sur quels documents on s'appuiera, déplore l'avocat dans les transcriptions de l'audience que Vanity Fair a pu consulter. Le juge n'a rien voulu entendre, rappelant à Hudson que les parties ont eu des années pour préparer ce procès. Il n'avait pas tort. Par sa durée et sa complexité, cette longue saga ressemble au fameux procès Jarndyce contre Jarndyce du roman La Maison d'Aprevent de Charles Dickens. Une charge contre les lenteurs de la justice où l'affaire traîne tant en longueur que les parties s'appauvrissent mutuellement tandis que leurs avocats s'engraissent grâce à leurs honoraires. Rappelons que Dickens, avant d'être romancier, était chroniqueur judiciaire dans ce même quartier de Londres et a été régulièrement témoin de ce genre de prédation. 16 détectives privés et 23 journalistes impliqués. Ce récit est bien sûr d'un autre temps et son intrigue bien différente. Depuis longtemps, on s'interroge sur la capacité de Harry à tenir bon jusqu'au procès plutôt qu'à accepter un arrangement. Comme l'a expliqué Hudson lui-même au tribunal, plus de 1300 plaintes ont été conclues par des arrangements. NGN a démontré à maintes reprises sa volonté de régler les plaintes déposées contre elle et a plus que correctement indemnisé les plaignants. Manière de pointer le comportement selon lui déraisonnable du prince, bien décidé à aller au bout de sa démarche. Demander publiquement des comptes à Murdoch pour l'un des épisodes les plus sordides de l'histoire du journalisme britannique. Au cours duquel écoute téléphonique et pratique du « blagging », l'obtention d'informations par des moyens trompeurs comme l'usurpation d'identité aurait été largement utilisée pour violer la vie privée de personnalités publiques. Et dans des tentatives de compromat contre des hommes politiques considérés comme hostiles à Murdoch. Il s'est toutefois avéré que l'affaire de Harry ne concernait pas le piratage téléphonique. Le prince cite pour sa part 30 articles et 20 incidents, entre 1998 à 2011, dans lesquels il affirme que des détectives ont atteint à sa vie privée. Au total, 16 détectives privés et 23 journalistes sont impliqués. Le blagging en revanche est bien présent, en particulier en ce qui concerne certains articles affirmant que Harry serait un consommateur de drogue compulsif. Son avocat, David Sherborne, a soutenu au juge en décembre dernier que ces accusations étaient fausses, même si, selon lui, Rebecca Brooks, directrice générale des titres du groupe Murdoch à l'époque, avait assuré Buckingham Palace que ces articles étaient étayés par des preuves. Mais le piratage téléphonique demeure au cœur de l'autre plainte incluse dans le procès. Celle de Tom Watson, ancien député travailliste, élevé depuis à la Chambre des Lords sous le nom de « Lord Watson of Weir Forest », adversaire de premier plan des tabloïds de Murdoch. Il s'estime victime de mesures de rétorsion prises à son encontre par le groupe de presse. Watson s'est démarqué des autres hommes politiques qui ont décidé de négocier des arrangements, insistant, comme Harry, sur le fait qu'il voulait un procès dans l'intérêt du public. L'un des témoins cités par Watson est l'ancien Premier ministre Gordon Brown, et les deux hommes politiques sont déterminés à prouver l'implication des dirigeants du groupe. Qui savait quoi, et depuis quand?
Car la demande de Hudson de repousser le procès n'était pas liée aux plaintes de Harry ou de Watson, dont les détails sont bien connus et convenus entre les parties, mais aux premières semaines du procès qui ne portent pas sur leurs affaires en particulier. Au lieu de cela, ce temps sera consacré à ce que l'on appelle les questions génériques. Et c'est bien là que réside la vraie menace pour l'Empire Murdoch, telle une bombe à retardement. Sherborne a toujours insisté sur le fait que le procès devait commencer, non pas par les cas spécifiques, mais par l'examen des preuves recueillies au cours d'années de recherche. Révélant que les rédactions des titres à scandale de Murdoch auraient abondamment utilisé écoute, blaguing et autres enquêteurs privés, au point d'en faire une pratique systémique en leur sein. Toujours selon l'avocat, cela n'aurait jamais pu se produire sans que les cadres et les dirigeants du groupe Murdoch n'en soient informés. Une mise en cause liée directement à une autre accusation, une fois le scandale rendu public, on aurait tenté de détruire et de dissimuler des preuves concernant l'ampleur réelle des faits et, ce qui est essentiel, jusqu'à quel niveau de la hiérarchie l'affaire était connue. En somme, qui savait quoi, et depuis quand ? Murdoch et sa direction n'ont évidemment pas du tout intérêt à ce que l'on se penche de trop près là-dessus. Hudson s'est opposé à plusieurs reprises à ce que ces questions génériques soient abordées, affirmant qu'elles n'avaient rien à voir avec les cas spécifiques du prince Harry et de Watson, et soutenant que Sherborne essayait de faire du procès quelque chose qui s'apparente à une enquête publique. En décembre, lorsqu'il a demandé le renvoi de l'audience, il s'est plaint des 200 000 pages de documents à digérer, dont de nombreux témoignages. Le juge Fancourt l'a renvoyé dans les cordes en affirmant que le défendeur a beaucoup travaillé, mais a été plutôt mal avisé en produisant un calendrier difficile à tenir et beaucoup trop détaillé. Le procès s'ouvrira donc sur un extraordinaire voyage dans le temps, direction 27 ans en arrière. Car les secrets du scandale initial semblent désormais appartenir à un monde révolu, celui de la presse à scandale d'alors. Machine à débiter du scoop. Les deux tabloïds de Murdoch, le Sunday News of the World et le quotidien Le Sun étaient alors engagés dans une course au ras des pâquerettes, ou plutôt au niveau du caniveau, avec leurs rivaux du Daily Mirror et du Daily Mail. Les journaux de Murdoch ont gagné la course haut la main, en se transformant en infernale machine à débiter du scoop. Aujourd'hui, ce marché du sensationnalisme vite vu vite oublié a été atomisé par les réseaux sociaux. Si les tirages de tous les grands titres britanniques ont dégringolé au cours des 15 dernières années, la presse à scandale est celle qui a le plus souffert. News of the World mit la clé sous la porte en 2011 à la suite du scandale des écoutes. The Sun, qui vendait autrefois plus de 3 millions d'exemplaires par jour, ne tire plus qu'à 700 000 environ selon Presse Gazette, même si le tabloïd ne communique plus ses chiffres de vente. Pour les principaux protagonistes du procès, on imagine que c'est un peu comme assister à l'exhumation du cadavre en décomposition d'un monstre qu'ils ont jadis créé et lancé à l'assaut des plus hauts sommets, mais qu'ils souhaiteraient aujourd'hui n'avoir jamais connu. L'un d'entre eux pourrait bien être Will Lewis, éditeur et PDG du Washington Post, qui aurait à l'époque dirigé les efforts visant à faire disparaître certains des courriers électroniques les plus accablants. Un autre pourrait être Paul Chesbrough, proche de Lewis, qui dirige aujourd'hui le Tubi Media Group en Californie, branche florissante de l'empire Murdoch spécialisée dans le streaming. Chesbrough, expert numérique au siège londonien de Murdoch à l'époque des faits, apparaît en effet comme un témoin clé du procès. Lors de l'audience de décembre, Hudson a révélé qu'au cours des années de préparation du dossier, NGN avait soumis 8 témoignages distincts de sa part et que les avocats de Harry souhaitaient le contre-interroger pendant 5 à 6 heures. Lewis a nié tout acte répréhensible et on ne sait pas encore s'il sera oui ou non appelé à la barre. Au sommet de cette pyramide, bien sûr, se trouve Rupert Murdoch lui-même. En mai dernier, le juge Fancourt mettait en garde Sherborne contre ce qu'il appelait une chasse au trophée. S'en prendre personnellement au magnat de 93 ans, selon le juge, n'ajouterait rien aux allégations déjà formulées à l'encontre d'autres dirigeants de NGN et de ses sociétés mères. On pourrait arguer que ce point de vue relève d'une indulgente myopie à l'égard du modus operandi traditionnel de Rupert Murdoch. Après tout, il demeure l'autorité ultime derrière toute l'entreprise, ce qui implique, qu'on le veuille ou non, un niveau élevé de responsabilité personnelle. Le procès jettera, à n'en point douter,
une lumière brûlante sur la chaîne de commandement des journaux et influencera considérablement les opinions sur l'héritage Murdoch. Le magnat n'a jamais exprimé le moindre remords face au préjudice personnel et à la souffrance des milliers des victimes de ses écoutes et de ses procédés déloyaux. Mais il est vrai que Murdoch n'a jamais été du genre à s'encombrer de remords.